À la une de cette édition, le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a ouvert ses portes ce jeudi 9 novembre à Abidjan. Et Ecobank Côte d'Ivoire, présente au salon, a dévoilé aux jeunes les moyens pour parvenir à la culture de l'épargne. Isabelle Guzman, directrice de Small Business Administration, organisme chargé des petites et moyennes entreprises, dont le gouvernement Biden est en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré le Premier ministre Robert Begré-Mambé pour parler de coopération bilatérale, de financement des entreprises et d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de Côte d'Ivoire, Anne-Désirée Ouloto, a eu ce jeudi 9 novembre à Abidjan une rencontre semestrielle avec les directeurs des ressources humaines des différents ministères. Au cœur des échanges, la question de l'affectation des agents dans les différents ministères, l'actualité de la fonction publique et la remise des documents de cadrage, de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Et puis l'Université de San Pedro, avec à ses côtés la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et l'ASFO Guadeloupe, ont organisé une conférence sur le thème « Entrepreneuriat et insertion professionnelle des étudiants ». Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. 6 ans maintenant qu'il réunit participants et acteurs financiers. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a ouvert ses portes ce jeudi 9 novembre 2023 à Abidjan. L'événement dédié au marché financier, à ses réalités, à l'épargne en général, aux investissements, place au cœur de son programme pour l'édition 2023, la jeunesse qui fait face à la problématique liée à l'épargne et à l'investissement. Anja Sémian et Doumbia Ayuba. L'ouverture de la 6e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine s'est tenue avec succès. Cet événement annuel incontournable a attiré de nombreux acteurs du secteur financier ainsi que des particuliers intéressés par les opportunités d'épargne et d'investissement. Cette année, cet événement prend une nouvelle dimension en plaçant la jeunesse au cœur de son programme. Ma venue ici se justifie par le fait d'apprendre davantage sur les finances, sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Voilà, et les panels nous ont beaucoup servi. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il n'y avait pas d'âge pour épargner. Voilà. L'épargne, ça peut commencer dès 10 ans. Je dirais même en dessous de 10 ans, même on peut commencer à épargner. Voilà. La jeunesse de maintenant, il faut qu'on dise la vérité, n'est pas trop sur l'épargne, puisque, comme je dis, par manque de formation et puis aussi par naïveté, nous ne sommes pas informés. Organisé par l'agence en collaboration avec Ecobank Côte d'Ivoire, le salon a pour objectif de sensibiliser les Ivoiriens, en particulier la jeunesse, sur l'importance de l'épargne et de l'investissement. Ce rendez-vous majeur pour les acteurs du monde bancaire, de la finance et du secteur privé a réuni des milliers de participants. Ceux-ci ont pu bénéficier d'ateliers interactifs conçus pour les jeunes investisseurs, de conférences explorant les opportunités financières. Plusieurs innovations ont été apportées telles que le speed dating de la planification financière. C'est vraiment une exclusivité. Sur ce salon, on fait désormais le speed dating de la planification financière. Donc ce sont des rendez-vous de 15 minutes maximum, pendant lesquels des conseillers, des experts vous reçoivent, font l'analyse de votre profil en 15 minutes et vous proposent des produits d'épargne et des produits d'investissement qui correspondent à votre profil. Ça, c'est la première des choses. Nous aurons aussi bien évidemment toute une série de masterclass et de panels qui vont nous donner tous les outils pour apprendre à se constituer un patrimoine et pouvoir contribuer à créer cette Afrique prospère à laquelle nous rêvons. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine 2023 se tient sur 2 jours avec pour principal thème de la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie. Ecobank Côte d'Ivoire entend inculquer la culture de l'épargne aux jeunes. Les moyens pour y parvenir ont été dévoilés par son directeur général au cours de la 6e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. La 6e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine 2023 est une occasion d'aider les jeunes à prendre en main leur avenir financier. Pari réussi pour Ecobank qui est au cœur du rendez-vous annuel incontournable de l'éducation financière en Côte d'Ivoire.
Oui, nous considérons que c'est un pari réussi parce que ça fait 6 ans que nous avons commencé cette aventure. Et lorsque nous l'avons commencé avec Laetitia, nous n'étions pas certains de ce que ça allait donner. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à la 6e édition, il y a eu près de 15 000 participants sur les 5 premières années. On a eu 500 experts qui sont venus expliquer ce qui est important au niveau de l'investissement, de l'épargne et du patrimoine. Et je pense que notre ambition était vraiment d'essayer d'insuffler un souffle en termes de développement de la culture de l'épargne. Et je suis particulièrement satisfait aujourd'hui quand je vois tous ces jeunes-là venir participer au Salon de l'épargne. Préparer son avenir financier passe surtout par une prise de conscience, celle de la culture de l'épargne. Mais comment inculquer cette culture à la jeunesse ivoirienne? Face aux problématiques liées à l'épargne et aux investissements, le directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire, partenaire privilégié de la 6e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine, présente les offres de la Banque panafricaine. Il est de notre rôle en tant que banque de pouvoir proposer des services qui vont permettre aux gens de pouvoir être éduqués et de pouvoir épargner. Cela passe par plusieurs canaux. Le premier canal, à notre avis, c'est absolument le digital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons un compte qui s'appelle le compte MX. C'est un compte qui veut dire que vous allez avoir un compte avec des coûts moins élevés, une application et une carte. Et ça va, nous l'espérons, permettre aux jeunes de commencer à se dire « j'ai accès aux services financiers, je peux faire de l'épargne ». Aujourd'hui, nous avons un réseau de 10 000 points de distribution qui permettent aux jeunes d'aller pouvoir collecter de l'argent ou de pouvoir épargner, déposer de l'argent dans leur compte. C'est un peu tous ces produits-là que nous mettons de l'avant et nous allons continuer à créer, à co-créer avec nos différents partenaires pour pouvoir aider à résoudre ce problème. Partenaire de premier plan de l'économie ivoirienne, Ecobank Côte d'Ivoire ambitionne créer une génération d'épargnants. Parlons à présent de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Isabelle Guzman, directrice de Small Business Administration, un organisme chargé des petites et moyennes entreprises dans le gouvernement Biden, est en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré le Premier ministre Robert Begré-Mambé, avec qui elle a échangé sur la question de la coopération bilatérale, également sur le financement des entreprises et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Concernant ce volet, elle a visité DigiFemme Academy, un projet d'autonomisation des femmes à travers l'éducation entrepreneuriale. Reportage de Philippe Zabo et de Marius Seri. C'est une journée marathon qu'a vécue Isabelle Guzman, la directrice de la Small Business Administration SBA. Elle a commencé ses visites officielles par le ministère du Commerce et de l'Industrie, puis a rencontré le ministre de l'Agriculture avant de faire la synthèse de toutes ces visites avec le Premier ministre. Il faut dire que la SBA est dotée d'un budget de 500 millions de dollars. La coopération économique sous toutes ses formes était à l'ordre du jour. Au sommet des chefs d'État qui a eu lieu aux États-Unis, le président Joe Biden avait exprimé sa volonté de voir les liens de coopération et d'échange être renforcés entre les États-Unis et les pays d'Afrique de l'Ouest. Et cela passe par beaucoup d'actions, dont par exemple l'innovation technologique, le développement des entreprises dirigées par les femmes, les jeunes et toutes ces choses ensemble qui devraient concourir à créer la prospérité de ces entreprises. Parmi les nombreuses attributions de la SBA, la collecte et le don de fonds américains pour la création d'entreprises ou de projets. À ce titre, Isabelle Guzman a visité DigiFemme Academy, un projet financé par l'USAID. Elle a trouvé abouti. Je suis très fière du DigiFemme. Vous avez vu la joie, l'énergie, l'esprit d'entrepreneuriat juste derrière moi. L'investissement du gouvernement américain à travers le MCC et USAID transforme des vies et crée l'esprit d'entrepreneuriat. Comme on dit aux États-Unis, réaliser le rêve de l'entrepreneuriat des gens qui ont des idées ingénieuses. Je suis contente de voir les résultats des investissements pour qu'on puisse avoir des partenariats importants avec les entreprises. DigiFemme Academy est une initiative qui illustre la Côte d'Ivoire comme modèle régional pour l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'économie numérique. C'est un moment historique pour le programme puisque c'est la réalisation et la concrétisation des efforts que le gouvernement américain exerce dans le pays. C'est vraiment une immense joie que nous avons ressentie de voir que ces bénéficiaires ont pu rencontrer
les bailleurs qui sont derrière ce programme et ont pu commencer à initier des discussions que nous sommes sûrs vont pouvoir produire des résultats futurs. À Daloa, je suis dans la pisciculture et DigiFarm Learn a des programmes, a des formations qui sont très pratiques, qui nous permettent d'évoluer dans notre activité. J'ai suivi une formation en communication qui m'a permis déjà de pouvoir mieux écouter et de pouvoir rendre ce que je fais au niveau de mon activité, au niveau du poisson. L'administration Guzman défend dans le cabinet Biden 33 millions d'entreprises. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de Côte d'Ivoire, Anne-Désirée Ouloto, a eu ce jeudi 9 novembre à Abidjan une rencontre semestrielle avec les directeurs des ressources humaines des différents ministères. Au cœur des échanges entre Anne-Désirée Ouloto et les directeurs des ressources humaines, la question de l'affectation des agents dans les différents ministères, l'actualité de la fonction publique et la remise des documents de cadrage de la formation continue des agents et fonctionnaires de l'État. Konena Nogo et Marius Seri. C'est désormais une tradition pour Anne Ouloto d'écouter les directeurs des ressources humaines des différents ministères. En ce jeudi matin, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a rencontré pour la deuxième fois en cette année 2023 les DRH. Cette rencontre semestrielle, c'était également l'occasion pour Anne Ouloto de faire le point de la phase pilote de mise en place du dispositif électronique de contrôle de présence dans les ministères. Selon les résultats qui m'ont été communiqués, l'opération a permis de contrôler 248 941 fonctionnaires et agents de l'État, sur un effectif de 251 426, soit un taux de 99,01%. Les différents DRH ont aussi reçu du ministre de la fonction publique les documents de cadrage de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État, des documents qui décrivent la nouvelle dynamique de la fonction publique à travers 3 principes. Principe 1. Rechercher la performance de l'action publique. Selon ce principe, toute action de développement des compétences d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'État financée par et ou pour l'administration ne doit s'inscrire que dans la perspective d'une amélioration de la qualité des services offerts par l'administration publique. Principe 2. Accompagner le parcours professionnel des fonctionnaires et agents de l'État et optimiser leur carrière. Principe 3. Promouvoir la redevabilité et la bonne gouvernance pour une qualité de service. Cette rencontre semestrielle du jeudi 9 novembre est la dernière rencontre entre la ministre Anne Ouloto et les DRH au titre de l'année 2023. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a procédé ce mercredi 8 novembre 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au lancement de ses états généraux. Quelle politique nationale pour l'assainissement et la protection du secteur de l'imprimerie ivoirienne? C'est le thème retenu pour ces états généraux. Entre difficultés et espoir, les imprimeurs de Côte d'Ivoire comptent à faire des propositions au gouvernement pour faire avancer leur secteur. Le compte-rendu de Pierre Tebeu. L'imprimerie industrielle représente un marché estimé à environ 9 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire importe environ 20 millions de tonnes de papier par an. On dénombre une douzaine d'imprimeries de grande capacité. Les acteurs du secteur réunis au sein du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire sont confrontés à de réelles difficultés qu'ils comptent les exprimer lors des états généraux des imprimeurs ouverts ce mercredi à la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. L'une des principales difficultés que rencontre le secteur de l'imprimerie reste la concurrence déloyale. Aujourd'hui, chacun s'élève
crée son imprimerie dans sa chambre, dans son salon. Et du coup, nous constatons vraiment une dérive. La déontologie n'est plus respectée dans ce corps de métier. Et donc nous faisons appel à l'État de Côte d'Ivoire pour nous aider à faire le recensement de toutes les imprimeries des arts graphiques de Côte d'Ivoire. Les imprimeurs comptent aller loin en demandant par exemple à l'État des pourcentages sur les marchés octroyés. C'est de demander à l'État de nous octroyer 30% des parts de marché public sans appel d'offres. Parce que nous partons déjà perdants en appel d'offres parce que nous avons affaire à des structures qui sont déjà financées par l'État, dont le budget provient de l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est ces structures-là qui nous concurrencent sur les marchés publics. Du coup, où nous on demande 100 francs, et eux ils demandent peut-être 40 francs, bien 60 francs. Assainir, protéger le secteur de l'imprimerie ivoirienne, c'est l'objectif de ces États généraux. Bamba Kassoum, le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, a exhorté les imprimeurs à mieux s'organiser dans leur travail. Nous avions dit que c'est légitime de faire les États généraux, mais j'ai dit que les États généraux doivent s'appuyer sur le code de l'artisanat, parce que les imprimeurs sont des artisans. Alors nous attendons avec impatience les résultats de leurs travaux, afin que nous réfléchissions ce qui est bien pour eux et proposer à l'État, s'il y a lieu de prendre un décret pour spécifiquement leur secteur, pour le rendre vital et créer des emplois et permettre à ces imprimeurs d'être des véritables chefs d'entreprise pour vivre de leur travail. Cette rencontre s'est tenue en présence du président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, président de l'Organisation des États généraux des imprimeurs et des arts graphiques de Côte d'Ivoire, du représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ainsi que les professionnels du secteur de l'imprimerie et des arts graphiques de Côte d'Ivoire. Note sur la gestion des sols et les acquis du laboratoire de Sinématiali. Près de 3 ans après sa mise en œuvre, les acquis du laboratoire d'analyse des sols et plantes de Sinématiali ont été présentés au cours d'un atelier qui a réuni les acteurs du secteur agricole. Avec une capacité d'analyse de 80 échantillons par jour, le laboratoire a été conçu pour permettre aux producteurs de faire face aux défis de la fertilité des sols. La présentation des acquis du laboratoire de Sinématiali a été faite en présence du directeur général du Conseil du coton et de l'Anacarde ce mercredi 8 novembre au siège du FIRCA. Zénab Dosso, Souleyat Abidoye et Doumbia Ayouba. Réunis au siège du FIRCA, le directeur général du Conseil du coton et de l'Anacarde et les acteurs agricoles échangent. C'est au sujet du bilan des acquis et perspectives du laboratoire d'analyse spectrale des sols de Sinématiali, 3 ans après sa mise en œuvre officielle, avec une capacité d'analyse de 80 échantillons par jour, soit 20 000 échantillons par an. Le laboratoire a été conçu pour permettre aux producteurs de faire face aux défis de la fertilité des sols. Une initiative du Conseil du coton et de l'Anacarde en vue d'améliorer de manière proactive la santé des sols et optimiser la production agricole. Nous avons des résultats. Le laboratoire a analysé déjà plus de 200 000 échantillons depuis son ouverture le 20 mai 2021, ce qui veut dire que ce laboratoire correspond effectivement à un besoin des producteurs. Et c'est les producteurs, à travers leur organisation, Intercoton, Oyanakar, et même, j'allais dire, des institutions nationales qui apportent des échantillons pour connaître l'état physique du sol afin donc de raisonner l'apport d'engrais. Ce projet-ci a été une opportunité pour ICRAF et ses partenaires d'étendre un peu l'expertise qui avait été déjà développée à notre siège en Nairobi. C'est une expertise qui a permis donc d'équiper des laboratoires avec des outils modernes. Des acteurs ayant bénéficié des services du laboratoire donnent leur satisfaction vis-à-vis des résultats. Cela nous a été bénéfique. Déjà, le laboratoire est situé dans le bassin cotonnier, ce qui facilite pour nos différents membres l'acheminement des échantillons jusqu'à Sinématiali. Pour rappel, l'opérationnalisation du laboratoire d'analyse des sols de Sinématiali est le fruit d'un partenariat
entre le Conseil du coton et de l'Anacard et l'ICRAF, Centre international de recherche en agroforesterie. On parle aussi de sensibilisation sur la sécurité routière et de récompenses dans cette édition. Des établissements ont été récompensés pour leur action de sensibilisation sur la sécurité routière à l'initiative du programme VIA du groupe Total Énergie Côte d'Ivoire. Cette campagne de sensibilisation a été clôturée par une remise de prix aux lauréats des concours organisés durant la formation. Le reportage de Sandrine Kwame et d'Augustin Kra. Ils ont été récompensés pour leur contribution à la sensibilisation des populations sur la sécurité routière. Ces lycées et collèges ont été le choix du groupe Total Énergie Côte d'Ivoire à l'issue du programme VIA, un programme qui a sensibilisé 10 000 élèves dans 11 établissements scolaires. Ces élèves en ont appris sur les risques profonds d'une mauvaise mobilité routière, notamment sur le chemin de l'école. Ils ont aussi participé à un concours d'affichage de sensibilisation en dessin, symbolisant des messages visant à rendre les routes plus sûres pour la population et les usagers. Ce sont les sentiments de joie qui nous animent. Le prix, c'est le premier prix qui a été remporté par le lycée municipal de Datekoubé. Je vous explique brièvement. C'est un concours qui a été organisé qui mettait aux prises plusieurs établissements. Et le thème, c'était de faire une affiche pour sensibiliser sur la mobilité, sur la sécurité, sur nos routes. Avant, je ne maîtrisais pas trop les feux tricolores. Comme quand le feu est vert, il faudrait traverser. Quand le feu est rouge, il faut s'arrêter. Mais grâce à ce concours, j'ai appris à respecter les feux tricolores et aussi à être vigilante quand je suis au bord du goudron. Le programme VIA, une initiative de sensibilisation sur la sécurité routière par le groupe Total Énergie Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'ONG Impact Lab, entend apporter sa contribution à soutenir l'État dans ses actions pour la sécurité routière. La sécurité pour Total Énergie, plus qu'une priorité, c'est une valeur. Donc quand on dit vu qu'il s'agit d'une valeur pour nous Total Énergie, il était important que nous puissions nous associer à des actions comme celle-là. Ce n'est même pas que nous sommes associés, nous sommes moteurs dans une activité comme celle-là pour sensibiliser sur la sécurité routière et en particulier sur la mobilité sur nos routes. Effectivement, Impact Lab a été l'organisation qui a été retenue par Total Énergie Marketing Côte d'Ivoire pour exécuter ce programme, le déployer sur tout le territoire national. VIA est un programme qui se déroule dans 30 pays, dont la Côte d'Ivoire, qui en est à sa 2e édition. Et puis la nouvelle directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Neumann a été présentée à la presse ce mardi 7 novembre 2023 au bureau régional de Côte d'Ivoire. Cette présentation à la presse a donné lieu à une conférence de presse au cours de laquelle la nouvelle directrice a donné ses objectifs stratégiques à atteindre. Philippe Zabo. La Fondation Friedrich Neumann d'Afrique de l'Ouest change de visage. Le visage auquel il faudra s'habituer désormais est celui d'Alexandra Helt. Sa supérieure hiérarchique, la directrice de la Fondation d'Afrique subsaharienne, nous trace son portrait et les causes qui ont milité en son recrutement lors de sa présentation à la presse. Donc je pense qu'Alexandra sera très bien préparée, surtout pour grandir les réseaux et internationaliser les contacts. Elle veut continuer le travail dans les grandes lignes, mais il y a aussi quelques nouvelles choses qu'elle va implémenter. Elle voudrait un peu plus sortir d'Abidjan, faire plus d'activités aussi en dehors d'Abidjan. Et aussi, je compte sur elle de mettre des choses innovatrices, implémenter un peu d'innovation. Quant à la nouvelle directrice, elle s'est fixé de nouveaux objectifs qui restent dans la ligne globale tracée par Friedrich Neumann. Les Allemands en général ne parlent pas français, donc ils se sentent moins aptes à venir voir ce qui se passe et donc à venir voir aussi le potentiel qu'il y a. Le potentiel au niveau économique, au niveau énergétique, et ça, j'ai envie de changer. J'ai envie d'être un peu la traductrice, a priori au niveau linguistique, mais en fait, c'est beaucoup plus. C'est ça mon idée derrière tout ça. Donc, parler de l'Afrique, parler de ce que je retrouve ici, parler du potentiel qu'il y a. À cette conférence de presse, certaines ONG bénéficiant du financement de la Fondation ont fait certaines doléances. Comme elle-même l'a dit, c'est de renforcer ce qui a commencé. Et nous avons un bon partenariat avec la Fondation Friedrich Neumann
Et donc nos attentes, c'est que ce partenariat-là soit renforcé. La Fondation Friedrich Naumann fêtera ses 35 ans de présence en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Elle compte plus de 80 bureaux et projets dans une soixantaine de pays. Mercredi 8 novembre 2023 s'est tenue la cérémonie de lancement de la boutique en ligne Joy Shop dans les locaux de l'hôtel Ibis à Abidjan. Organisée par la structure Paraclé, cette cérémonie a vu la présentation des offres et services proposés par cette plateforme numérique évoluant dans la gestion et l'organisation de tout type d'événements heureux au profit des populations. Le reportage de Michel Bou et de Setekissi. Voici un produit digital qui va révolutionner le monde de l'organisation des événements heureux en Côte d'Ivoire. Son nom, Joy Shop, c'est annuaire accessible sur la plateforme numérique jourdejoie.com, a été présenté par ses concepteurs à l'occasion de la cérémonie de lancement de cette boutique innovante. Cette activité a vu la présence des professionnels de l'événementiel, des acteurs du secteur du commerce en ligne, des médias et des partenaires de la structure Paraclé. Les fonctionnalités de cette plateforme permettront une mise en relation des prestataires et usagers afin de réaliser de bons choix dans l'organisation de leur cérémonie. Jour de joie, avec sa panoplie de conseils, donne déjà du conseil en ligne à ces personnes-là pour effectivement mieux organiser donc, leur événement heureux. Et dans cette logique de meilleure organisation, qu'on met à disposition une liste complète de prestataires intervenant dans ces domaines et on leur donne la possibilité de voir qu'est-ce que ces prestataires sont capables de faire et qu'est-ce que ces prestataires offrent comme service et quel est le budget que ces prestataires demandent. À partir de là, ils se font une belle idée de ceux qui veulent avoir comme prestataires et ils les choisissent. Ils rentrent en relation avec eux. Les participants ont exprimé leur soutien et leur reconnaissance envers la structure Paraclé pour avoir développé une telle plateforme. Selon eux, elle facilite la vie des différents acteurs de l'événementiel, les prestataires ainsi qu'aux usagers à travers l'accompagnement et les conseils. Je dirais que je suis heureuse de voir que toutes ces prestations-là apparaissent maintenant parce que pour quelqu'un qui veut se marier, qui n'a aucune idée de qui va faire sa robe, qui va préparer par exemple, qui va décorer, je pense que ce Joy Shop est bienvenu. Ma femme et moi, la fonctionnalité qui nous a beaucoup aidé dans notre mariage, c'est la mairie et secondement le budget. Voilà. Donc du coup, on est face à une réalité. Lorsqu'on fait notre budget là-bas, c'est plus proche de la réalité. Donc du coup, on sait ce à quoi s'attendre. La plateforme jourdejoie.com dont la boutique Joy Shop a été lancée existe depuis 5 ans. Joy Shop a été créé par la structure Paraclé et fait partie de la gamme de produits de la plateforme digitale. Elle enregistre 1300 utilisateurs, 8300 followers. Question éducation inclusive. Un forum sur les pratiques, les innovations pédagogiques inclusives et les actions en faveur de la scolarisation des enfants handicapés visuels s'est tenu mercredi 8 novembre 2023 au siège du CINEPSI situé à Yopougon. Cet événement a été organisé par l'Union des organisations des parents des personnes handicapées de Côte d'Ivoire en collaboration avec le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous. L'objectif est évidemment de permettre également aux enfants en situation de handicap d'avoir accès à l'éducation. Diane Cablancan et Richard Akiki. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours de Kamitano Kwasi, président de l'Union nationale des parents de handicapés de Côte d'Ivoire. Il a souligné l'importance de garantir une éducation de qualité et inclusive pour tous les enfants, quel que soit leur handicap. Les objectifs, en fait, quand nous avons un enfant en situation de handicap dans une famille, assurément qu'il y a un petit déséquilibre qui s'opère et se vit dans cette famille, soit du côté de papa, soit du côté des mamans, soit du côté des beaux-parents. Nous avions vu que cette situation n'est pas faite pour arranger les personnes handicapées. De ce point de vue, avec toutes les difficultés que nous avons eues, nous nous sommes dit qu'il fallait d'abord pouvoir faire en sorte que les parents des personnes handicapées puissent se retrouver, réussir à faire le deuil du handicap de leurs enfants, afin de pouvoir réfléchir à venir pour leurs enfants en situation de handicap. Les participants ont échangé sur les stratégies pédagogiques adaptées,
l'accessibilité des outils et des supports d'apprentissage, ainsi que les dispositifs d'accompagnement et l'importance de la sensibilisation de la communauté éducative. Un cas de plaidoyer de sensibilisation pour la scolarisation des enfants handicapés. C'est une action que le RIPPT mène depuis 2020 lorsque l'étude sur les handicapés a été rendue publique, où il a été indiqué que 48 187 enfants handicapés ne partaient pas à l'école. Et donc, depuis cette date-là, nous menons des activités de sensibilisation, de plaidoyer en direction de l'État, mais en direction aussi des parents d'élèves, parce qu'il faudrait qu'ils puissent accepter d'envoyer leurs enfants handicapés à l'école. Mais il y a eu beaucoup de changements. Il faut dire quand même que les aveugles étaient très ghettoisés, les personnes handicapées de façon générale, mais avec le principe de l'inclusion, les choses commencent à changer. Il faudrait que les personnes handicapées apprennent le principe de vie associative, non seulement pour pouvoir défendre leurs droits, mais aussi pour promouvoir les politiques d'inclusion. Ce forum sur les pratiques, les innovations pédagogiques inclusives et les actions en faveur de la scolarisation des enfants handicapés visuels a été une occasion unique de partager des expériences, d'apprendre les uns des autres et de renforcer l'engagement en faveur de l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, l'Université de San Pedro, en collaboration avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et l'ASFO Guadeloupe, ont organisé une conférence autour du thème « Entrepreneuriat et insertion professionnelle des étudiants ». C'était en présence du professeur Meke Meïté, président de l'Université de San Pedro, et d'une délégation de 20 étudiants guadeloupéens en master de management commerce international de l'ASFO. Abel Kwao et Djekou de Silva. Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Tel est l'objectif de cette conférence de l'entrepreneur. Elle a débuté par l'hymne national de la Côte d'Ivoire, suivi des différentes allocutions. Puis vient l'heure du panel sur le thème « Entrepreneuriat et insertion professionnelle ». Une occasion pour éclairer les étudiants et leur partager les expériences. Autre fait marquant, la signature d'un accord cadre entre l'Université de San Pedro et l'ASFO Guadeloupe. Dans ce partenariat, il s'agira en fait d'amplifier les collaborations mutuelles qu'on pourra mettre en place. Nous sommes venus ici aujourd'hui dans le cadre d'une mission de prospection économique, une mission pédagogique. Aïssatou Seye Sissé, administrateur, présidente pour la promotion de l'entrepreneuriat national à la CGESI, et Meke Meïté, président de l'Université de San Pedro. Alors il faut comprendre que la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire a pour ambition de faire la promotion d'abord des champions nationaux. Et c'est le but pour lequel nous sommes là aujourd'hui au niveau de l'Université de San Pedro pour expliquer aux étudiants qu'ils ont la possibilité de faire déjà la procédure de l'auto-emploi pour leur permettre de se familiariser à l'entrepreneuriat afin qu'au sorti de l'université, ils puissent être des entrepreneurs aguerris, préparés, ayant une notion de l'entrepreneuriat afin qu'ils soient préparés à se projeter sur un entrepreneuriat durable. L'université comme San Pedro doit allier formation et entrepreneuriat, auto-emploi. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Je retiens qu'en toute chose, il faut avoir déjà la persévérance et que l'entrepreneuriat ne va pas seulement d'une chaîne. On ne se lève pas comme ça pour entreprendre. On part déjà d'un début et surtout il faut avoir un réseau très clair. Il est bon de souligner que la commission promotion de l'entrepreneuriat national de la CGESI, dont l'une des missions est de construire des champions nationaux à travers la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire, a mis en place une initiative dénommée Conférence de l'entrepreneuriat. La lutte contre la fuite du cacao ivoirien vers les pays limitrophes s'accentue dans le département de Zouaouia, région du Tonpi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce lundi 7 novembre 2023, un cadre de la région, administrateur au Conseil Café Cacao, et le directeur régional de la même structure, Amman, ont sillonné les villages de Zouaouia, à la frontière du Libéria,
pour sensibiliser les populations et leur faire comprendre l'importance de la vente de leurs produits en Côte d'Ivoire. Théodore Kanga. Comment freiner la fuite du cacao vers le Libéria et la Guinée? C'est à cette problématique que Débat Alfred et le directeur régional du Conseil du café du cacao de Mans tentent de répondre en sillonnant les villages frontaliers du département des Zouaniens pour sensibiliser producteurs et acheteurs. Nous avons entrepris cette tournée de sensibilisation d'ailleurs pour que nos opérateurs de la zone comprennent que les deux ports qui sont habités à recevoir du cacao de Côte d'Ivoire sont les ports d'Abidjan et de San Pedro. Nous avons constaté depuis un certain moment que le cacao part par ces ports-là, illicites, par ces frontières illicites pour aller vers les pays voisins. Et comme nous sommes enfants de la région, filles de la région, nous avons bien voulu venir parler à nos parents pour leur demander de vendre le cacao ici. Mais l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République, fait beaucoup d'efforts pour nous donner le meilleur prix en Côte d'Ivoire. Il faut dire à nos parents, peut-être qu'ils ignorent, que quand on vend le cacao à un prix de 1000 francs, y compris la marge qu'on nous donne, il y a encore, comme on appelle, une prime de certification qu'on nous donne. Il y a la prime de certification ERA, Rainforest Alliance, il y a la prime de certification Fairtrade et il y a la prime de certification biologique. Peut-être que ces parents ne savent pas, mais quand on ajoute ces primes-là sur le prix fixé, on est au-delà de 1300 francs le kilogramme. Au cours de ces différentes rencontres avec les populations et acheteurs, le mode opératoire des trafiquants de cacao a été mis à nu. Occasion pour le directeur régional du Conseil du café cacao du Tongbi d'exhorter les uns et les autres à vendre désormais leur production aux acheteurs de Côte d'Ivoire. Les invitons donc à vendre leurs produits en territoire ivoirien. Les ports de San Pedro et d'Abidjan, qui sont donc les espaces homologués par l'État de Côte d'Ivoire pour recueillir le café et le cacao brassé à travers les régions, sont bel et bien ouverts. Cette tournée intervient suite à plusieurs cas de trafic constatés aux frontières. L'autorité préfectorale présente à saluer l'initiative de l'administrateur du Conseil du café et du cacao, fils du département. Pour rappel, la lutte contre le trafic du café et du cacao à l'ouest a commencé à payer. À Danané, un camion de 23 tonnes chargé de cacao en partance pour la Guinée a été intercepté. À Yamoussoukro, au Sénat, la Commission des affaires sociales et culturelles a examiné le projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse présenté par le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. C'était ce mercredi 8 novembre 2023. Le projet de loi vise à créer une cohérence dans la politique gouvernementale de promotion de la jeunesse, tout en apportant une réponse institutionnelle et légale au développement et à l'autonomisation de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Charles Kouakou. Devant les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles, le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a expliqué l'importance de ce projet de loi qui définit et clarifie l'encadrement, la formation et l'insertion des jeunes en vue d'élargir leur sphère de compétences pour qu'ils contribuent au mieux au développement du pays tout en garantissant la transparence et l'égalité de chances dans tout le processus de développement. Le chef de l'État a mis un accent particulier sur les réformes qui doivent être entreprises pour faire évoluer le statut des jeunes dans notre pays. Et donc cette loi d'orientation est historique puisque c'est la première loi sur la jeunesse et qui reprend un peu un certain nombre de principes, notamment le renforcement de la protection des jeunes, la réaffirmation des droits et des devoirs des jeunes, le statut des jeunes, des associations jeunes, la mise en place de cadres cohérents d'intervention au niveau de l'État pour tout ce qui concerne les jeunes, la participation des jeunes au processus de prise de décision, une meilleure représentation des jeunes au sein des assemblées élues. Voici entre autres des points importants contenus dans le projet de loi. À l'issue des discussions sur le projet de loi, la Commission l'a adopté à l'unanimité des membres présents.
Merci à vous tous qui avez suivi cette édition de l'information sur Business 24 Africa. Merci de votre fidélité. Nos programmes se poursuivent.